Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'ouvrir la rentrée solennelle du barreau de Dijon, au cours de laquelle va être célébrée l'éloquence à travers le discours du premier secrétaire de la conférence de l'année 2022. Madame la députée, messieurs les députés, monsieur le vice-président du conseil départemental représentant le président du conseil départemental, madame la première adjointe de la ville de Dijon qui a dû partir, qui est venue quelques instants au début, madame la première présidente, monsieur le procureur général, monsieur le président du tribunal administratif, monsieur le président du tribunal judiciaire, monsieur le procureur de la République, monsieur le président du tribunal de commerce, monsieur le président et le vice-président du conseil des prud'hommes, monsieur le président du conseil national des barreaux, cher Jérôme, monsieur le directeur des services pénitentiaires, représentant le directeur des services interrégional, monsieur le maire d'Auxonne, monsieur le maire de Brétigny, mesdames et messieurs les magistrats, madame la chef d'établissement de la maison d'arrêt, madame la directrice de greffe, madame la greffière du tribunal de commerce, monsieur le doyen de l'UFR droit et sciences économiques et politiques, madame la vice-doyenne de l'UFR droit, madame la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice, monsieur le président de la chambre des notaires, ne vous inquiétez pas, il n'y en a plus beaucoup, monsieur le représentant de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, madame la présidente de l'Académie de Dijon, monsieur le président de l'UNPI de Bourgogne-Franche-Comté, monsieur le directeur du PIP de Côte d'Or, madame la directrice de France Victime 21, monsieur le bâtonnier de Mâcon, madame le bâtonnier délégué de Haute-Marne, mesdames et messieurs les bâtonniers, mesdames, messieurs les professeurs et maîtres de conférences, mesdames, messieurs les commissaires de justice, mesdames, messieurs les mandataires judiciaires, mes chers confrères, enfin, mesdames, messieurs, chers amis. À Dijon, la rentrée a une longue tradition. Chaque année, elle permet à la promotion qui a prêté serment au mois de janvier d'exprimer tous ses talents. Et au barreau, par ma voix et aussi par la voix de notre invité, d'exprimer ses attentes, ses vœux, ses inquiétudes et ses remerciements. Depuis quelques années, la rentrée n'a plus lieu à la cour d'appel. Non pas, madame la première présidente, monsieur le procureur général, que nous n'aimons plus être à la cour. Mais il faut dire que la chambre dorée ne permet plus d'accueillir une assemblée toujours aussi nombreuse. Le barreau grandit en effet d'une dizaine de confrères chaque année et nous serons bientôt 400. Il fallait donc trouver un lieu adapté et cette salle, au nom prestigieux du Clos Vougeot, l'était. Tout aussi prestigieux est notre invité de cette année. Nous avons effectivement l'honneur et le privilège d'accueillir cette année monsieur le président du Conseil national des barreaux, Jérôme Gavaudan, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté mon invitation. Bâtonnier de Marseille en 2011 et 2012, membre du Conseil national des barreaux de 2012 à 2017, premier vice-président puis président de la conférence des bâtonniers en 2018 et 2019, il est notre président depuis janvier 2021. Spécialisé en droit du travail, nous avons ce point commun. Il est un défenseur infatigable de la profession et l'un des 12 membres du comité des États généraux de la justice. Il sait rappeler à nos gouvernants, le rôle essentiel de l'avocat, la nécessité de préserver nos libertés et le besoin de moyens de la justice quotidienne. Il a su mobiliser lors de la dernière campagne présidentielle sur le thème des injustices afin de démontrer que beaucoup de choses restent encore à faire. Merci, cher président, cher Jérôme, de votre venue à Dijon. Nous n'aurons pas du Clos Vougeot au cocktail, comme la salle, mais vous pourrez néanmoins déguster des bons vins bourguignons. Merci bien sûr à notre premier secrétaire de la conférence 2022, Maître Nathan Pasco-Clépin. Deux patronymes que le barreau connaît bien. Un père avocat, redoutable pénaliste, une mère avocate qui excelle dans les droits de l'enfant. Cher Nathan, ça n'a pas dû être facile tous les jours. Mais vous voilà à votre tour au barreau. Vous voilà propulsé secrétaire de la conférence 45 ans après votre père. Vous étiez 13 dans la promotion de l'année 2022. Vous avez tous les 13, toute l'année, jour et nuit, défendu les plus déshérités, les plus précaires, les plus démunis,
jour et nuit dans les geôles, dans les salles de JLD, d'instruction, dans les salles d'audience, dans les maisons d'arrêt. Vous vous êtes sans doute étonné de l'état de notre justice. Vous êtes aujourd'hui, comme nous les anciens, des éveilleurs de conscience. Maître Pascot est donc aujourd'hui le premier d'entre eux, dans le cadre du concours de la conférence. Il est tout jeune avocat, mais il sait déjà profiter d'autres moments de la vie. Il joue de la guitare, il chante, il est sportif, surtout les sports de combat, ce qui va augurer de belles joutes dans les salles d'audience. Il parle aussi japonais. Vous voyez, il a plus d'une corde à son arc. Il est temps, chers confrères, de vous laisser la parole. Mesdames et messieurs, j'ai l'intime conviction que monsieur le bâtonnier m'apprécie beaucoup. J'en veux pour preuve le choix du sujet d'aujourd'hui. Très facile, restreint, jamais traité, la liberté. J'ai donc été commis par monsieur le bâtonnier afin d'assurer la défense des intérêts de la liberté. La liberté est une cliente particulière. Pas de rendez-vous avant l'audience, elle se balade seins nus. Souvent condamnée, elle a des milliers de procès dans le monde, et pourtant, elle se tourne vers un commis d'office. La difficulté avec ce genre de client est que son dossier est toujours le même, et qu'on vous l'a plaidé 1000 fois. Vu le casier de madame, massacre en son nom, manifestation pour elle qui dégénère, on plaide la personnalité. Ce n'est pas chose aisée lorsqu'on peine soi-même à savoir qui est notre client. Qu'est-ce que la liberté? Que sont les libertés? La liberté, je ne sais pas ce que c'est. Je suis français, né pendant l'hiver 1994, et comme beaucoup de ma génération, je n'ai ni connu la guerre. L'Ukraine, ça ne compte pas. Ni les maladies. Le Covid, ça ne compte pas. La liberté ne m'a jamais manqué. Mais d'autres de ma génération n'ont pas eu cette chance. 2 amis dont j'aimerais vous conter l'histoire. Je n'ai plus de nouvelles d'eux depuis quelques semaines, mais j'espère qu'ils vont bien. Kim Sun-woo a 28 ans. Il est né dans un pays où la neige rougit les joues des enfants 150 jours par an et qui, vu du ciel, disparaît chaque nuit. Un pays où l'on ne choisit ni de naître ni de rester. Sun-woo est nord-coréen. Jenna Amini a 28 ans. Elle est née dans un pays où le sable dans l'air se mélange au sel de la mer Caspienne, où la chevelure des femmes est faite de tissu. Jenna est iranienne. Sun-woo est de ceux qui considèrent que certaines choses sont tellement belles qu'il n'y a que le silence pour les dire. Dans sa langue, liberté se dit « Jai ». Jenna n'aime pas les taiseux. Elle parle fort et elle rit, surtout quand il ne faut pas. Dans sa langue, liberté se dit « Ozodi ». En France, la liberté est partout. Sur nos monuments, dans nos codes civils et pénaux, ou que sais-je, elle n'est plus un principe. Elle est une sorte de mascotte, une fierté nationale. Il y a cette conviction que la liberté fut créée par la France. On essaye de nous enseigner ce qu'est la liberté relativement tôt. Je me souviens, vers mes 12 ans, écouter notre professeur d'histoire nous expliquer que, depuis plus de 2 siècles, les hommes naissaient tous libres et égaux. Et j'y ai cru.
J'ai porté en moi depuis cette espèce de mythe de la liberté qui éclairerait la France à partir de 1789, après que des hommes affublés de perruques et de souliers à rubans fussent réunis sur le terrain d'un jeu des œufs. Depuis ses 12 ans, Sun Wu, lui, sait qu'il y a 3 catégories d'hommes en Corée, selon l'implication de ses ancêtres dans la guerre qui sépara le pays. Ceux qui font partie du noyau, les descendants des héros de guerre et les paysans, peu nombreux mais privilégiés. Ceux qui font partie des incertains, marchands intellectuels, ou ceux qui ont de la famille en Chine et en Corée du Sud. Et enfin les hostiles, ceux dont certains frères, sœurs ou parents ont fui au Sud. Il ne comprenait pas pourquoi la police lui demandait de montrer le contenu de son cartable chaque semaine. Alors son père lui a dit qu'un de ses oncles vivait en Corée du Sud depuis la guerre. Il a même rajouté « Nous sommes des incertains, ce nous, du berceau jusqu'à la tombe. » Lors de sa 12e année de vie, Jenna a compris qu'il y avait 3 catégories de personnes en Iran. Les hommes, les étrangers et les femmes. Et Jenna fait partie des deux dernières catégories. C'est une fille et elle est d'origine kurde. Double peine. Cette année-là, un voisin est venu dire à son père qu'il pouvait la marier. Il aurait même pu demander une exception légale au ministère pour la marier dès ses 10 ans. Mais heureusement, son père n'était pas comme ça. Il savait qu'il fallait que leur famille reste discrète en raison de leur origine kurde, et c'est la raison pour laquelle Jenna se faisait appeler Mahso en public. Seuls les prénoms persans étaient acceptés en Iran. 17 ans. 2012. Vient le temps du lyrisme adolescent. Beaucoup d'entre nous commencent à embrasser un semblant de carrière politique, notamment via des actions fortes, comme par exemple bloquer le portail du lycée avec la poubelle du pauvre voisin. Et elle revient, la liberté. On l'entend, criée par des voix qui muent, on la lit, écrite sur des pancartes, faites de carton, humides de pluie. Je passais entre les poubelles et les caddies volés sur le parking du Lidl avoisinant mon lycée, en me demandant si, en allant en cours, je n'étais pas finalement un traître à la cause du peuple que représentaient mes amis. L'un d'eux me disait « Allez, viens mec, on se bat pour la liberté, t'as pas envie d'aller en retraite à 75 ans, si ?» Il est vrai que l'avantage du combat pour la liberté me permettait de rater des heures de cours, et si en plus il s'agissait d'éviter de travailler pendant encore 60 ans, pardonnez-moi, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Sun Wu était assis, dans la cuisine de l'appartement familial, le regard plongé dans le vide. 36 mètres carrés, 3 pièces. Chaque meuble disposé de l'exacte même façon que tous les autres appartements de la classe moyenne. La totalité des immeubles de Corée du Nord appartiennent à l'État, qui exige une disposition des meubles identique et le portrait de Kim Il-sung et Kim Jong-il accroché au mur. Il entendait sa mère sangloter sur l'épaule de son père dans la pièce voisine. Face à lui, la lettre de conscription, distribuée à tous les jeunes lors de leur 17e année. L'an prochain, après le lycée, il ferait son service militaire pour une durée de 10 ans. Il ne pleurait pas. Il bouillonnait. 10 ans, 2/3 de son existence actuelle au service de l'État. Il aurait droit à 15 jours de permission par an. Et surtout, la faim. FAIM, le grand frère d'un de ses camarades de classe leur avait dit « Le plus dur, c'est de devoir trouver de la nourriture en parallèle du service, parce que les rations de base fournies par l'État ne suffisent pas pour tenir. » La plupart des conscrits travaillaient dans les champs après leur journée d'entraînement. Il y avait pourtant quelque chose de bizarre dans cette lettre, d'insensé. Il serait affecté dans une garnison près de la frontière, un poste très recherché pour des raisons évidentes. Son père, frère d'un Sud-Coréen resté de l'autre côté après la guerre, n'avait pas eu cette chance.
Il avait été affecté dans les unités de génie, où les rations étaient les plus maigres et le travail éprouvant. Ses parents revinrent dans la cuisine, les yeux rougis. Sa mère se libéra des bras de son mari qui l'étreignait encore et s'avança vers son fils. Elle lui dit « Seul mot, c'est ta chance. » Jenna était face au miroir de la salle de bain. Elle touchait ses cheveux. Elle avait la chevelure archétypique de la beauté perse. Un brun très foncé qui tirait sur le noir de jais avec des notes auburn écrites par les journées au soleil. Cette couleur était sublimée par la texture épaisse et bouclée du cheveu qui retombait le long de ses tempes, de sa nuque et de ses épaules. Ses sourcils étaient noirs et épais eux aussi, relativement espacés par rapport à la racine de son nez. Elle passait son index le long de l'arête nasale qui traçait des lignes droites, finissant sur une pointe triangulaire fine. Son visage était un ovale de lignes brisées et entourait son sourire blanc, comme le mont Damavand en hiver. Sa peau était d'ambre et ses yeux sombres, comme les nuits sans étoiles. Elle était belle. Mais elle devait sortir. Elle prit son hijab et couvrit d'un geste les journées au soleil, la peau d'ambre de sa nuque. Le mont Damavand avait disparu lui aussi. Et si, pour une fois, elle sortait sans foulard? Non. Il s'agissait d'être sérieux, à 17 ans. 22 ans. 5 ans de droit étaient passés. Les bancs de bois grinçants, les amphithéâtres froids, le cliquetis lancinant des claviers d'ordinateur et des salles aux noms qui ne font rêver que les universitaires. J'étais libre, la liberté de pouvoir quitter le cours à tout moment. Telle était la singularité de la faculté par rapport au lycée. Et comme un opium doux, la première heure d'école buissonnière n'est jamais la dernière. Cette liberté était un fardeau. Savoir que je pouvais retourner chez moi plutôt que d'écouter cet incroyable cours de finances publiques créait chez moi une gêne, une sensation d'effort que je n'aurais jamais ressentie si les horaires m'avaient été imposés. Je commençais à finalement regretter la liberté qu'on m'offrait. La libération commença en 3e année. Fini les chargés de TD à peine plus âgés que nous, habités par la sévérité de celui qui veut faire ses preuves. Et surtout, vint le cours de liberté publique. Ce cours béni, où le syllogisme poussiéreux du civil était remplacé par l'histoire avec un grand H, où les 2 professeurs qui animaient le cours jonglaient tantôt avec le tonneau de Diogène, l'ombre d'Alexandre le Grand, les pavés de 68 et les briques du mur de Berlin. L'emploi du pluriel pour le mot liberté était la première découverte. Et je réalisais au fil des heures de cours que chaque liberté avait 1000 branches et que survenait peu à peu un problème. Si la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre, est-ce à dire que la démultiplication des libertés avec un S n'est pas l'ennemi principal de la liberté au singulier? C'était le mot de Carbonnier. Le droit objectif est détruit par les droits subjectifs. Au fil des mois, j'en venais à regretter l'admiration que je vouais aux Lumières et à tous ces hommes aux souliers enrubannés qui n'avaient fait que penser la liberté pendant que d'autres se battaient pour la leur. 22 printemps. 5 années de service militaire étaient passées. Sun Mu était rattaché au service de surveillance de la frontière, au niveau de Changde, au bord de la mer Jaune. 5 années qu'à chaque exercice, il avait mémorisé les tours de garde de ses camarades, les endroits où les barbelés étaient les plus fins, les angles morts des caméras et des projecteurs. Il devait être 19h, un soir de septembre. Le ciel était rose. Il était assis, seul, un peu avachi sur une table en bois située à l'extérieur de la cabane de garnison, en bordure de la mer. Devant lui, 2 choses.
une bouteille de soju, un alcool de riz populaire en Corée, tellement populaire qu'il s'agit du spiritueux le plus vendu dans le monde. Et un bol de riz tout juste cuit, fumant, avec quelques pousses de soja. Il avait son rituel. Chaque bouchée de riz s'accompagnait d'une petite gorgée de soju. Il portait le verre à ses lèvres et sentait ruisseler l'alcool frais le long de ses gencives, éteignant le feu du riz contre son palais. Là où les denrées sont rares, chaque bouchée doit s'apprécier. Néanmoins, une pensée troublait son repas. Malgré tous les calculs qu'il avait faits, et même s'il réussissait à franchir le poste de garde sans se faire repérer, il restait un obstacle, le même qui l'avait empêché de quitter le pays jusqu'alors. Les mines. Il y en a plus d'1 million entre le nord et le sud. Chaque tentative pour s'enfuir au sud était une partie de roulette russe. Il soupira, posa les baguettes métalliques à côté de son plat et ouvrit son portefeuille. Il passait sa main au milieu des quelques pointes qui lui restaient et agrippa entre le majeur et l'index une petite photo de ses parents. Il tenait la photo face à lui et sentait ses yeux piquer. Il ne voulait pas décevoir sa mère qui ne souhaitait qu'une chose, qu'il réussisse à s'enfuir au sud. Mais il n'y avait aucun moyen possible d'y arriver. Soudain, quelque chose gênait ses yeux. Mais ce n'était plus l'émotion. Un halo de lumière entourait la photo. C'était le soleil orangé qui s'engloutissait peu à peu dans la mer jaune. Pas de mine dans la mer. C'était le seul endroit du pays où l'horizon n'était pas limité. C'est par là qu'il s'enfuirait. Jenna étudiait le droit à l'université de Téhéran depuis maintenant 5 ans. Elle avait 22 ans et voulait être avocate. Son idole, maître Nasrin Sotoudeh, une avocate iranienne qui plaidait cheveux découverts au tribunal et avait défendu plusieurs hommes condamnés à mort pour des faits commis lorsqu'ils étaient mineurs. Elle avait été condamnée à 10 ans de prison et 148 coups de fouet pour ses prises de position politique. En 2012, le Parlement européen lui décernait le prix Sakharov pour, je cite, « la liberté de l'esprit ». Jenna l'avait lu sur Telegram, ce type d'information n'étant pas relayé par les médias nationaux. Elle levait les yeux au ciel. Le Parlement européen, l'Occident, si libre et pourtant si muet, pensa-t-elle. Meilleur pour les remises de prix fantoches, les marches blanches, que pour le soutien diplomatique des pays qui crient à l'aide. Ceux qui déploraient les constats d'Amnesty, mais qui avaient accueilli Khomeini. 1789 ne suffisait plus. Avoir écrit la liberté ne les dispensait pas de la protéger ou de soutenir ceux qui se battaient pour elle. Alors, suivant les traces de son modèle, elle participait au rassemblement organisé par les étudiants de la fac, ceux défendus par Sotoudeh, ceux qui risquaient les coups de fouet. Ses parents n'étaient pas au courant, même s'ils étaient d'accord avec elle. Personne ne souhaite que son enfant croupisse dans la prison pour femmes de Karchak. Un soir au dîner, Jenna était pensive. Les manifestations et les réunions en petits groupes à la fac n'étaient pas assez. Il fallait qu'elle porte ses idées au quotidien et non plus ponctuellement. Le jour où elle serait avocate, elle serait libre. Sun-woo avait maintenant 28 ans. Il ne lui restait plus qu'1 an de service à la frontière, après quoi il serait renvoyé chez ses parents, à Pyongyang. Il avait utilisé ces 6 dernières années à localiser la berge d'où il partirait, calculer le temps que la traversée à la nage jusqu'au sud lui prendrait, s'entraîner chaque matin à nager vite et surtout longtemps. Depuis Changdae jusqu'au nord-ouest de la Corée du Sud, la traversée lui prendrait 8 heures. 8 heures de crawl, sans pause. 8 heures.
Sun Wu était à 8 heures de la liberté. Lors de sa dernière permission, il avait dit adieu à ses parents. Même s'il réussissait à atteindre le sud, son père et sa mère seraient considérés comme hostiles et envoyés en camp. Le peu de liberté qu'ils avaient, échangé contre celle de leur fils. Sun Wu était anesthésié. S'il s'était autorisé à ressentir ne serait-ce qu'une seconde, le poids de la responsabilité lui couperait les jambes. C'était le grand jour. L'aube entr'ouvrait les yeux, laissant passer quelques rayons au travers de la nuit passée. Il se rappelait la main de son père sur son épaule lorsqu'il rentrait de permission et la douceur de celle de sa mère sur son front lorsqu'elle le berçait, enfant. La seule liberté de Sun Wu jusqu'à ses 28 ans, c'était eux. C'était cet amour inconditionnel, offert par deux personnes, nées au mauvais endroit, mais qui, à défaut d'avoir reçu, avaient donné. Les nuits blanches lorsqu'il était bébé, leur énergie lorsqu'il était enfant, leur confiance lorsqu'il était adolescent, et leur vie, maintenant qu'il était adulte. Sun Wu était leur espoir, il serait leur horizon. Il s'approcha de la berge, l'eau était calme, la nature était calme. Il n'avait qu'une demi-heure pour se lancer, avant qu'un camarade ne prenne son tour de garde. Il prit sa boussole, se tourna dans la bonne direction et la rangea dans la poche intérieure de sa veste qu'il boutonna. Il retira délicatement ses bottes de combat, lacet par lacet, puis ses chaussettes, et les plaça face à la mer. Il posa son képi sur celle-ci. Il sentait le sable froid du matin sous ses pieds, s'avança peu à peu dans l'eau, comme s'il entrait dans un nouveau lieu, par une porte battante. L'eau avait atteint la moitié de son torse, mais il ne sentait rien. Il était entraîné. Il commença à nager lentement. Comme le marathonien, l'exercice des muscles, lors des premiers kilomètres, produisait une chaleur pesante, qui disparaîtrait à mesure que les endorphines seraient sécrétées. La première heure fut facile, la volonté guidait le corps, mais cela faisait maintenant 6 heures qu'il nageait, et la volonté ne suffisait plus. Le soleil blanc de 11 heures l'aveugle. Il ne ressent plus rien. Ni ses bras, ni ses jambes ne semblent lui répondre, mais il avance dans cette étendue bleue. Son rythme cardiaque faiblit et le mouvement constant de sa tête pendant l'effort l'étourdit peu à peu. Il ferme les yeux et entend le son des vagues, semblable au clapotis de l'eau contre les bateaux amarrés. Dans le noir rougi de ses paupières fermées, il voit sa mère, apaisée, qui lui tend la main. Son corps est de plus en plus lourd, ses poumons le brûlent, mais il continue. Je n'ai plus de nouvelles depuis quelques semaines, mais j'espère qu'il va bien. Pour Jenna aussi, cette année était particulière, à 28 ans. Elle allait être admise au barreau de Téhéran. Ce jour-là, sa seule inquiétude était de lire son nom sur le tableau. Elle savait qu'elle l'aurait. Mais l'angoisse est à la hauteur de l'enjeu, pas de la certitude. Les résultats étaient affichés dans le hall de l'université. Un grand tableau de liège où l'on épinglait les informations utiles aux étudiants. Jenna se frayait un chemin à travers ses camarades de promotion, se hissant vers l'avant, naviguant d'épaule en épaule. Elle cherchait son nom, mais ne le trouvait pas. Puis soudain, elle lut Mahsa Amini, son prénom persan officiel, évidemment. Ça y est, elle était avocate. Elle était ivre de joie. Mais l'ivresse, comme chacun sait, n'est pas sans risque. Elle rentra chez elle. Ses parents l'attendaient autour d'un repas aux 1000 couleurs, préparé dès l'aube par sa mère, qui savait qu'elle réussirait. Le repas ne se termina qu'au coucher du soleil. Jenna sortit de table et s'assit face à son miroir, là où elle s'était jurée d'être libre. Elle regardait le portrait de maître Nasrin Sotoudeh placé sur la table. Celle qui était maintenant sa consoeur avait été libérée en 2020, suite à une grève de la faim, mais était en passe d'être réincarcérée, sur ordre des autorités. La nouvelle était tombée en début de semaine. La joie,
laisser place à la colère. Il fallait qu'elle sorte. L'air frais des nuits d'octobre lui ferait du bien. Elle prit son sac et s'approcha de la porte d'entrée de la maison. Mais quelque chose manquait. Elle se retourna et vit son hijab sur une chaise dans la salle à manger. Non, pas cette fois. Maintenant, elle était avocate. Elle était libre. Et si la police de la moralité l'arrêtait, que risquait-elle? Une amende? Allez, elle ne sortirait que quelques minutes, rien qu'une fois. Elle sortit discrètement. Les rues de son quartier étaient blanchies par la pleine lune. Il n'y avait personne. Elle sentait le vent dans ses cheveux, les frissons sur sa nuque. Elle s'arrêta et prit une grande inspiration en regardant le ciel. Elle humait la nuit. Cela faisait environ 1 heure qu'elle marchait sans but dans son quartier. Il était temps de rentrer. 1 heure de liberté, pas 1 minute de plus. Elle aperçoit 2 hommes, en uniforme vert sapin, portant un képi de la même couleur, entouré d'une bande rouge. La police de la moralité. Les voyant s'approcher, elle tourne les talons et se retrouve nez à nez avec un 3e homme qui sortait d'une ruelle. Un voisin avait dû les alerter. Elle ne dit rien, eux non plus. Elle connaissait le risque. Arrivée au commissariat, ils l'emmenèrent au sous-sol, dans une salle au mur gris. Un interrogatoire de routine, se dit-elle. Le premier coup arrive très vite. Elle tombe à genoux. Sur sa langue, le goût du fer. Et puis, plus rien. Quelques jours après, ses parents furent alertés qu'elle était à l'hôpital, dans le coma. Sa mère entra dans la chambre où seul résonnait le bip constant de l'électrocardiogramme. Elle ne reconnut pas son enfant. Lorsqu'elle prit le visage tuméfié de sa fille entre ses mains, elle réalisa que, ce jour-là, elle était le visage de l'Iran. Je n'ai plus de nouvelles depuis quelques semaines, mais j'espère qu'elle va bien. Mesdames et messieurs, j'ai 28 ans et j'ai été commis par monsieur le bâtonnier pour défendre la liberté. Mais je crois qu'il va y avoir un problème. Ma cliente n'est pas arrivée. Chers confrères, cher Nathan, merci de nous rappeler que le même mot n'a effectivement pas le même sens partout dans le monde, pas la même signification. En Corée du Nord, en Iran, mais aussi en Libye, en Syrie, en Birmanie, au Soudan, en Chine et d'autres pays encore malheureusement, le mot liberté n'est pas un droit. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une valeur, encore moins un idéal, ce n'est rien. Le mot existe bien dans la langue coréenne ou iranienne, mais on ne peut pas là-bas associer une image, une sensation, une réalité. C'est comme si le mot liberté était un mot en trop. Bien sûr, ce n'est pas le cas en France, pays des droits de l'homme. Ici, la liberté a un sens. Mais nous devons rester vigilants, car la tentation existe toujours, au nom de l'efficacité, de renier nos libertés fondamentales. Certes, nous avons le contrôle de constitutionnalité, qui permet de rappeler parfois qu'une loi est mauvaise. Nous avons aussi le contrôle de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, sur lesquelles veille la Cour de Strasbourg, à qui nos libertés publiques doivent tant depuis qu'elles siègent au sommet de notre système juridictionnel. Mais rien n'est jamais acquis. L'avocat et écrivain François Sureau, fervent défenseur des libertés publiques, déclarait, lorsqu'il était reçu le 3 mars dernier à l'Académie française,
que le sens disparaît des institutions que notre histoire nous a léguées. Je ne crois pas que le disciple de Voltaire et de Hugo se réjouirait de l'état où nous sommes, chacun faisant appel au gouvernement, aux procureurs, aux sociétés de l'information pour interdire les opinions qui le blessent. Où gouvernement et parlement, ensemble, prétendent, comme si la France n'avait pas dépassé la minorité légale, en bannir toute haine, oubliant qu'il est des haines justes et que la République s'est fondée sur la haine des tyrans. La liberté, dit-il, c'est être révolté, blessé, au moins surpris par les opinions contraires. Personne n'aimerait vivre dans un pays où des institutions se revancheraient en nous disant quoi penser, comment parler et surtout quand se taire. Alors parlons ce soir un peu justice et donc librement. L'État ne peut pas tout, nous dit-on. Il est terriblement endetté. Les ministres de la Justice sont autant gardes des Sceaux que gestionnaires de la pénurie. Mais ils doivent être aussi comptables de l'inquiétude publique, laquelle est souvent nourrie par des discours pessimistes. Selon une consultation citoyenne récente, pour 70% des Français, la justice fonctionne mal. Pour 67% des Français, l'accès au droit est devenu de plus en plus difficile. Le chantier est donc immense, car la perte de confiance dans notre justice a des effets inquiétants. Elle se mue en un sentiment d'abandon qui encourage le webunal, le tribunal du net, alimenté par la machine infernale des réseaux sociaux. Le tribunal médiatique est tellement plus efficace. Il permet d'appréhender plus vite les auteurs d'infractions. La traque sur Internet se fait en temps réel. Le mis en cause est pris au piège. Les victimes se sentent enfin confortées, épaulées, rassurées, soutenues par une foule anonyme. Mais qu'en est-il alors de la présomption d'innocence? Un droit garanti par la Déclaration des droits de l'homme. Un principe né de la plume de Cesare Beccaria au XVIIIe siècle. Il indiquait « Un homme ne peut être considéré comme coupable avant la sentence du juge ». Le tribunal médiatique conduirait-il à abolir la présomption d'innocence pour installer la présomption de culpabilité? Le tribunal médiatique serait-il le seul à permettre une prise de conscience collective de la gravité de sujets qui gangrènent la société? Je ne le crois pas. Nous ne le croyons pas, nous, les avocats. Une tribune de presse récente d'un confrère mettait d'ailleurs en évidence un usage détourné de la présomption d'innocence qui se heurte à une autre valeur tout aussi fondamentale qui est la liberté d'expression. Nombreuses personnalités ont fait les frais ces derniers mois de ce tribunal médiatique, à tort ou à raison. Elisabeth Badinter dénonçait en réponse un mépris de la justice et des principes démocratiques. Et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, stigmatisait une société de la délation. Le danger, c'est de ne plus emprunter la voie du commissariat pour se plaindre, mais de faire appel à cette justice privée qui n'a rien d'un tribunal, mais plutôt d'un échafaud. C'est l'enjeu de demain, le choix entre la justice du net et la justice républicaine. Celle qui n'est pas simplement une administration, mais aussi une vertu. Alors il faut donner à cette justice républicaine plus de moyens. Des efforts ont été faits, c'est vrai. Un budget de la justice augmenté ces 3 dernières années de 8%. C'est du jamais vu. On nous annonce 1500 magistrats, 1500 greffiers, des contractuels et du personnel pénitentiaire, pas à Dijon, sur tout le territoire. Mais est-ce que cela sera suffisant? Il y a 10 jours, la communauté judiciaire s'est mobilisée pour symboliquement marquer les 1 an de la tribune dite des 3000. Il a été rappelé le dilemme suivant. Juger vite mais mal, ou juger bien mais dans des délais inacceptables. Il a été demandé d'adapter les effectifs à l'activité des juridictions, de pouvoir juger dans des délais raisonnables, de rendre la justice pour tous les citoyens. La justice ne tient aujourd'hui que grâce à celles et ceux qui y travaillent avec courage et humanité. Mais trop de procédures s'éternisent, encore aujourd'hui. La moyenne en France est de 637 jours en première instance, alors qu'elle est de 177 jours au sein des pays du Conseil de l'Europe.
trop de justiciables abandonnent en cours de route. Ils s'épuisent, car l'issue est lointaine. Il y a quelques jours, la Cour de cassation a manqué une occasion de donner de la portée aux cris d'alarme de la communauté judiciaire. Elle a jugé que si l'État était responsable et devait réparer le préjudice subi du fait des procédures interminables, pour autant, ne pas être jugé dans un délai raisonnable ne porterait pas en soi atteinte aux droits de la défense. Nous sommes donc condamnés à un procès à marche forcée. Les États généraux nous donnent néanmoins de l'espoir. Les constats sont tellement vrais. On y parle d'un état de délabrement avancé dont souffre l'institution judiciaire au bord de la rupture. L'on y pointe les difficultés à remplir son rôle du fait de contentieux toujours plus complexes et de réformes incessantes, encore plus qu'avant. Je pense à la réforme de l'isolement et de la contention, celle de la procédure civile, celle encore du droit des peines, et il y en a encore tant d'autres. L'on y fait aussi le constat amer de l'allongement des délais de jugement qui conduit à une dégradation de la situation et à un retard accumulé dans l'exécution des décisions de justice. On nous promet en réponse une justice réparée pour la rendre aux citoyens. Nous y sommes prêts, mais elle peine à venir. Il faut un choc de moyens, financiers, budgétaires, humains. Mais il ne nous faut pas une refonte de la carte judiciaire. Il ne nous faut pas non plus un appel comme simple voie de réformation. Il ne nous faut pas non plus une barémisation ou un recours aux algorithmes et à l'intelligence artificielle pour aider les juges dans leurs décisions. Pas non plus une déjudiciarisation. L'accès au droit doit en effet être garanti et même renforcé. Les avocats ont pris la pleine mesure de leur rôle de conseil, comme de l'importance et de l'intérêt de résoudre amiablement les difficultés auxquelles leurs clients sont confrontés, les mardes, modes alternatifs de règlement des différends. Ces mardes ne doivent pas instaurer une justice privée. Elles ne doivent pas non plus être présentées comme la solution à l'engorgement des juridictions. Elles ne doivent pas conduire à renoncer à l'accès effectif à la justice et à la défense d'un service public de qualité. Elles ne sont qu'un moyen important, de pacifier un différend. Et puis il y a ce funeste jour du 29 décembre 2009 où est apparu le décret Magendie. Il devait tout régler, mettre les affaires en état d'être jugées rapidement devant la cour d'appel pour gagner en délai. Plus de 10 ans après, selon l'aveu même de M. Jean-Marc Sauvé, président du comité des États généraux de la justice, la procédure Magendie est un non-sens. Elle ne permet pas de raccourcir les délais. Ce décret tant décrié par la profession n'a fait que mettre au pas cadencé la procédure d'appel avec des mesures coercitives pour les parties et leurs avocats, ce qui empêche le justiciable d'être entendu après avoir exposé des frais inutiles. On nous annonce une réforme de ce décret en vue d'une simplification des procédures civiles. Il est temps. Mais il faut rester vigilant sur ce qui sera mis sur la table à la place. Nous sommes inquiets par ailleurs de la disparition annoncée du jury populaire de cour d'assises. Héritage de la Révolution de 1789, symbole éclatant de la démocratie participative en matière judiciaire, le seul horizon semble être le chronomètre. C'est une approche déshumanisante, justement dénoncée dans la Tribune des 3000, qui ne permettra plus de rendre la justice ensemble au nom du peuple français. En cette période où la confiance des Français en l'institution judiciaire est fragilisée, nous pensons qu'il ne faut pas déposséder les citoyens de cette œuvre de justice. Au surplus, sans moyens supplémentaires, pour ceux qui vont siéger dans ces cours criminelles départementales. Nous sommes inquiets également des chiffres de la population carcérale. On comptait, au 1er novembre 2022, 72 809 personnes détenues, alors que le nombre de places s'élève à 60 700.
Même si ce n'est pas le cas à Dijon, plus de 2000 détenus en France dorment par terre sur des matelas. L'État est pourtant censé proposer un encellulement individuel à chaque détenu, mais il échoue à atteindre cet objectif. Écoutez donc, Madame la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, qui prône le développement des alternatives avec des peines en dehors de la prison, plutôt que de la prison encore et toujours. Dans d'autres domaines, des avancées sont possibles. Ainsi, en matière d'assistance éducative, de rares enfants sont assistés par un avocat. Tiraillés par des sentiments contradictoires, l'intérêt supérieur de l'enfant est justement de pouvoir être accompagné par un avocat, peu importe son âge ou son discernement. Le garde des Sceaux envisage de réécrire le code de procédure pénale. Il veut renforcer le contradictoire dans le débat pénal. Permettons alors à la victime de bénéficier de l'assistance de l'avocat dès son dépôt de plainte. Permettons aux avocats d'avoir accès au dossier lors notamment de la prolongation de la garde à vue et rendons ainsi le procès plus équitable. Et puis il y a l'aide juridictionnelle. Elle est une garantie de l'accès au droit pour les plus démunis. Elle doit être revalorisée afin que les avocats, notamment les plus jeunes, puissent vivre dignement de leur travail. Et puis il y a encore le secret professionnel de l'avocat, qui n'est pas un privilège de l'avocat, mais un droit du justiciable. Ce secret doit être protégé. L'avocat, qu'il intervienne en conseil ou en défense, doit avoir son secret protégé. Enfin, les avocats étrangers ne doivent pas être emprisonnés parce qu'ils font leur métier. Je pense, comme Nathan, à Nasrin Sotoudeh, avocate et militante des droits humains en Iran. Je pense à Ebru Timtik, avocate turque décédée en prison en mars 2020, après 238 jours de grève de la faim en quête d'un procès équitable. Je pense encore aux 22 avocats turcs condamnés le 11 novembre dernier par la cour d'assises d'Istanbul. Je pense à tous les autres. Vous voyez, le chantier est immense. Mais je ne veux pas ici ne faire que me plaindre. Henri Leclerc, dans La parole et l'action, écrit que les 3 principes de notre devise républicaine sont aussi les 3 piliers de la justice. Si le juge qui punit est le gardien de la liberté, et le procureur qui poursuit celui de l'égalité, l'avocat, dit-il, veille, lui, à la fraternité. Notre métier fait d'attente, de course, d'angoisse, d'espérance, parfois déçue, mais surtout de persévérance et d'engagement, nous oblige à défendre sans cesse. Nombreux d'entre nous sont des travailleurs sociaux dans le domaine du droit. C'est un métier difficile, mais notre exercice est facilité par notre confraternité, pilier de notre serment. Il est aussi facilité par les rapports que nous entretenons avec les différents acteurs de la justice. Les magistrats, les greffiers, les commissaires de justice, les mandataires judiciaires, les experts, les notaires, tous les autres interlocuteurs également des chaînes judiciaires et pénales. Nous dialoguons et œuvrons tous pour avancer. Nous devons jouer collectif. Je me suis attaché à jouer collectif depuis le début de mon mandat, particulièrement avec les chefs de juridiction. La cour d'appel, le tribunal judiciaire, le tribunal administratif, le conseil des prud'hommes, le tribunal de commerce. Nous avons des différences, mais nous avançons avec bon sens, de manière constructive. Votre présence ce soir en témoigne. Je voudrais dire à cet égard à Monsieur le Président du tribunal judiciaire, Bruno Laplane, que le barreau ne veut pas vous voir partir dans quelques mois. Depuis votre arrivée en septembre 2016, vous avez su tisser avec le barreau des liens sincères pour un service public d'une justice de qualité. Soyez-en publiquement remerciés. Cette force du collectif, je la dois aussi à mon Conseil de l'Ordre, à mes 18 élus, que j'ai mis à contribution depuis une année. Je la dois au personnel de l'Ordre et de la CARPA. Je la dois aux confrères qui ont œuvré dans l'ombre pour le concours de la conférence, mais aussi pour tous les autres chantiers ou dossiers. Je la dois bien sûr à mon barreau, à ses 382 avocats. C'est un barreau qui est jeune, c'est un barreau qui est féminin, majoritairement.
C'est un barreau qui est unanimement compétent. Le barreau s'adapte au changement, il se forme, j'y ai beaucoup contribué cette année. Le barreau se modernise avec le numérique, il est connecté. Le barreau est présent partout. Pour la défense d'urgence, il est présent au pénal, il est présent en hospitalisation d'office, il est présent en droit des étrangers, en faveur des victimes, en faveur des mineurs, en faveur des salariés, en faveur des chefs d'entreprise. Il tient des consultations gratuites partout sur le territoire de la Côte d'Or. Nous avons tous la défense chevillée au corps. Chers confrères, soyez tous remerciés. Avant de laisser la parole à Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, je voudrais citer le Conseil d'État qui a érigé comme liberté fondamentale dans une décision du 20 septembre 2022 le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Cette décision concernait la préservation de l'environnement, dont il a été dit qu'elle devait être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation. La justice est un intérêt fondamental de la nation. Je vous souhaite donc de vivre dans un environnement judiciaire équilibré et respectueux de votre santé. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Dijon, Monsieur Jean-Philippe Schmitt, Mesdames, Messieurs les hauts magistrats, magistrats et hautes personnalités, je ne vais pas lister à nouveau la qualité des participants à cette soirée. Un salut amical à Jean-François Mérienne, ancien bâtonnier de ce barreau et qui œuvre comme président délégué de la commission formation du Conseil national des barreaux à la formation des avocats, à la gestion des écoles. C'est une tâche, je peux vous le dire, chers confrères, très ardue de s'occuper, gérer, financer et écouter les doléances des uns et des autres, sans compter l'aspect pédagogique. Donc je le salue, particulièrement ce soir. Donc, mesdames, messieurs, les hautes autorités et élus et chers confrères, chers amis, vous me voyez assez ému de vous rencontrer ce soir. Monsieur le député Paris me disait tout à l'heure, est-ce que vous faites toutes les rentrées? Non. J'en fais quelques-unes lorsqu'on m'invite et lorsque je peux le faire. J'ai toujours beaucoup de plaisir à le faire et je vois un barreau uni derrière son bâtonnier, son conseil de l'ordre. Un barreau jeune et féminin, je ne vais pas donner les chiffres puisque vous les avez évoqués, monsieur le bâtonnier, et on voit que la jeunesse est présente. Un barreau qui est dynamique, et je le savais par non seulement Jean-François Mérienne, mais par les informations que j'avais. Je vous remercie donc de votre accueil, monsieur le bâtonnier, des mots aimables que vous avez prononcés, et puis je peux vous assurer que c'est un grand plaisir vraiment d'être avec vous ce soir. On m'avait vanté votre dynamisme, celui de votre barreau, et toute votre énergie, à vous particulièrement, l'énergie que vous mettez à son service, monsieur le bâtonnier. Le travail de dématérialisation que vous menez, tout comme l'actualité régulière du barreau, diffusée à l'attention des confrères, sont des chantiers très importants. Et évidemment, je ne peux que vous encourager dans ce sens. Et je me réjouis aussi, vous savez, de savoir que les travaux du Conseil national des barreaux sont suivis de près, que vous les relayez, que vous les critiquez éventuellement, et qu'en tout cas vous êtes totalement transparent sur les travaux de notre institution nationale. Et je me réjouis de retrouver ici des interlocuteurs, des amis de l'institution nationale avec qui nous travaillons étroitement. Je tiens à saluer particulièrement le député, mais je viens de l'évoquer, Didier Paris, avec qui nous avons beaucoup échangé depuis de longues années d'ailleurs, même lorsque j'étais président de la conférence des bâtonniers, vous étiez rapporteur du projet de loi sur la justice porté à l'époque par Mme Belloubet. Et nous avons aussi beaucoup travaillé, notamment à l'époque de l'élaboration de la loi Confiance. Nous avons toujours trouvé en vous un interlocuteur de confiance, intransigeant. Nous ne sommes pas toujours d'accord, mais vous êtes toujours à notre écoute, à celle du bien commun, et je tiens à vous remercier ce soir, monsieur le député.
Je salue aussi Madame Fadila Khattabi, présidente de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale. C'est vous, mais vous m'avez évoqué tout à l'heure que le président de la République vous a désigné lorsqu'il est venu il y a quelques jours. C'est vous qui aurez la lourde tâche d'évoquer la réforme des retraites, si je comprends bien, lorsqu'elle viendra à l'Assemblée nationale. Et puis je peux vous assurer, mais nous nous sommes déjà rencontrés quelques fois, que nous serons là pour venir vous voir. Mais je dois aussi dire que vous nous avez toujours accueillis avec beaucoup de bienveillance, d'écoute et d'écoute ferme et attentive. Donc je vous remercie, Madame la députée, Monsieur le député aussi, je vous salue. La confiance que je viens d'évoquer entre les citoyens et l'institution judiciaire qui fait aujourd'hui tant défaut, vous l'avez évoqué, Monsieur le bâtonnier, je ne veux pas répéter ce que vous avez dit, mais je suis tout à fait dans la ligne que vous avez évoquée, c'est celle du Conseil national des barreaux qui, notamment l'année dernière, au moment où l'institution nationale, qui essaie de vous représenter, chers amis, chers confrères, a voulu peser dans un climat qui, rappelez-vous, était difficile en 2021. Nous sortions des périodes de Covid et de confinement qui ont voulu poser sur les problématiques que nous avons, nous autres avocats, en matière justement de liberté, en matière de démocratie, en matière d'état de droit, dont un certain nombre de discours, il faut le dire et le dénoncer, portent atteinte objectivement, et notamment dans le monde politique. Vous avez évoqué les difficultés rencontrées par les citoyens, au nom desquels la justice est rendue, au nom du peuple français, et leur crainte de voir une institution judiciaire s'éloigner et ne pas effectivement rendre le service public, si on peut évoquer ce mot, qui leur est dû. Comment les citoyens peuvent en effet avoir confiance dans la justice, comment le peuple peut-il avoir confiance dans la justice qui est rendue en son nom, alors que les délais s'allongent, que les procédures sont inexplicables, que les victimes sont maltraitées, mais aussi les mises en cause, et que dès lors, il y a une forme de crainte et une forme de découragement collectif. J'ai eu l'honneur, vous l'avez évoqué, de participer comme président du Conseil national des barreaux au comité des États généraux, non pas dans les groupes de travail qui avaient préalablement travaillé, mais au comité présidé par le président Sauvé. Ça nous a pris des semaines, des mois. J'étais, je le dis parfois, le moins capé des personnalités qui composaient ce comité, mais j'y ai vécu des moments passionnants mais graves. J'ai été frappé par ce constat qui désormais se fait, mais avant la tribune des 3000, finalement, il ne se disait pas de découragement, pas simplement de l'institution judiciaire, mais de ses acteurs, des magistrats à qui on demande beaucoup ou trop, des personnels de greffe, et puis aussi, pour le coup, envers les avocats qui, trop souvent, et nous en souffrons, deviennent finalement des variables d'ajustement de cette institution judiciaire et de ces magistrats qui n'arrivent plus à porter, ou des personnels de greffe qui n'arrivent plus à porter. Et donc, dans ces temps complexes, il serait facile de nous opposer, d'opposer les avocats qui se plaindraient des juges ou de l'institution judiciaire, et d'opposer les magistrats aux avocats qui ne demanderaient des renvois, qui ne concluraient pas dans les temps, qui ne se soumettraient pas aux procédures des délais d'injundie. Or, ce n'est pas ça qui s'est passé. Cela nous a soudés. Cela nous a ressoudés avec les magistrats que nous rencontrons tous les jours dans notre activité professionnelle, mais aussi les chefs de cour et de juridiction avec lesquels les dialogues, notamment les conférences des présidents de procureurs, tribunaux judiciaires, procureurs généraux et premiers présidents, avec lesquels nous avons toujours dialogué et que nous avons reçu, pas simplement la profession d'avocat, mais aussi au sein du comité Sauvé. Et quelques propositions qui sont sorties de nos travaux, de nos réflexions. Nous étions tous très circonspects. Rappelez-vous, nous nous sommes dit, est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'on ne va pas être finalement récupéré? Est-ce que les positions des uns ou des autres ne vont pas être finalement des prétextes pour une réforme qu'on ne connaît pas et qui serait lancée par le garde des Sceaux ou le président de la République? Non, nous avons travaillé les uns et les autres, nous avons pensé un certain nombre de choses. Il n'y a pas de proposition qui ferait arriver un grand soir de la justice, mais il y a du bon sens et effectivement de la
de l'idée que nous formons bien une famille judiciaire au service des citoyens et des justiciables. Parmi les nombreuses propositions inscrites dans le rapport que nous avons remis au Président de la République le 8 juillet dernier, vous l'avez évoqué, il y a la réforme de la procédure d'appel sur laquelle effectivement le Président Sauvé a été ferme. Et puisque je suis là aussi pour parler d'actualité, vous dire, chers amis, et j'espère que ça va correspondre aux informations qu'ont les chefs notamment de cour et de juridiction, nous sommes presque, mais le diable se cache dans les détails, sur non pas une abrogation, nous plaidons sur l'abrogation des décrets Magendie, mais elle est très complexe, mais nous allons aboutir à une réforme que nous essayons en tout cas d'être la plus globale possible, la plus claire possible, et pas simplement des petits ajustements. Et comme je le disais, le diable est dans les détails, et donc nous en sommes au dernier combat entre d'une part les magistrats, d'autre part la direction des affaires civiles et du Sceau et les représentants de la profession d'avocat. Ce que je dois dire et ce que je peux vous dire, je ne sais pas si c'est un combat que nous allons gagner, mais en tout cas nous y sommes associés, ce qui est finalement assez nouveau. Je suis en train de vous dire que nous sommes associés, je veux dire nous, les avocats, mais par vos représentants au Conseil national des barreaux, nous sommes associés à des réunions très techniques, quasiment légistiques, sur la forme que pourrait prendre le décret Magendie ou ce qui le remplacera. Et là, il faut reconnaître que nous sommes dans du combat d'hommes de justice, d'hommes et de femmes de justice, mais en tout cas que nous y sommes associés. A été évoqué aussi, et vous l'avez rappelé, monsieur le bâtonnier, la question des 1500 magistrats. Alors ce chiffre a été, figurez-vous, a été admis par le comité Sauvé. Le comité Sauvé, on a remis un rapport et on a évité les positions divergentes. Bon. Donc il y a un rapport, on est solidaire de ce rapport et je ne dirai pas les positions des uns ou des autres. Mais ce chiffre de 1500 a résulté de nos observations qui étaient d'ailleurs fondées à la fois sur des éléments statistiques donnés par la direction des services judiciaires, mais aussi les remontées notamment des chefs de cour, et disant si finalement nous avons à délai moyen 1500 magistrats, ça sera pas mal. Mais avait été évoqué aussi la passerelle, vous savez, entre l'avocature et la magistrature. Je ne sais pas si ça intéressera beaucoup de confrères, mais posez-vous la question. Nous luttons et nous pourrons peut-être y arriver, même si c'est une loi organique qui devrait l'organiser, donc il va falloir que l'Assemblée nationale se retrouve sur des sujets fondamentaux. Nous devrions arriver à obtenir des facilités de passerelle entre la profession d'avocat et la profession de magistrat. Il y a quelques dizaines finalement d'avocats qui intègrent la magistrature par an, et par exemple il est trop difficile à un confrère d'abandonner pendant plusieurs mois son cabinet sans avoir la certitude d'obtenir ensuite un poste dans la magistrature. Nous ne demandons pas que soient accueillis par la magistrature des confrères qui seraient de mauvaise qualité, entre guillemets, ou qui auraient raté dans la profession, et nous ne pouvons pas non plus admettre que des confrères s'investissent pour ne pas avoir de certitude de trouver effectivement une solution à leurs souhaits. Je crois que, et c'était admis à l'époque, en tout cas dans le comité des États généraux, par la première présidente qui était Madame Arens et le procureur général Molins, qu'il était sans doute souhaitable que les avocats puissent être mieux et plus intégrés à la magistrature. Puisque je suis sur Madame Arens et Monsieur Molins, et dans les relations entre les barreaux, entre nous, avocats, et les magistrats, je ne sais pas si vous avez en tête que le président Louvel, avant de quitter son poste de premier président de la Cour de cassation, avait fondé avec le procureur général Molins et le Conseil national des barreaux, et à l'époque aussi, mais j'étais en fonction auprès de la conférence des bâtonniers du barreau de Paris, un conseil consultatif conjoint de déontologie, relations avocats-magistrats. Cette instance dans laquelle vos institutions sont présentes a un intérêt particulier, et je suis heureux que Mme Arens ait relancé quelques mois après sa prise de fonction ce conseil consultatif. Pourquoi ? Parce que c'est un lieu d'échange préventif, de discussion, sans aucune autorité particulière. Ce n'est pas une association, ce n'est pas une institution. C'est un forum entre magistrats et avocats pour dialoguer de manière informelle et en toute indépendance. Et je crois que nous avons intérêt, nous autres avocats, à être attentifs à ce type
de lieu dans lequel nous dialoguons avec les magistrats à tout niveau. Et voyez, je suis impressionné, monsieur le bâtonnier, de ce que je vois ce soir sur la force de votre barreau et de ce qui manifestement il représente sans doute à Dijon, mais aussi dans la cour, et je salue les bâtonniers des barreaux voisins. De voir devant moi autant de confrères, mais aussi les chefs de chacune des juridictions, premier degré et cour d'appel, et autant d'élus de la République, municipaux, départementaux, les autorités, montrent manifestement les bonnes relations et qui sont nécessaires entre les autorités et le barreau. Et vous l'avez évoqué, chacun à sa place. Il n'est pas question pour les avocats ou le barreau, et quand je vous parle de notre barreau, je vous parle du Conseil national. Il n'est pas question pour nous d'être serviles ou d'être au service des uns ou des autres. Il est pour nous, dans la mesure où nous sommes des démocrates, dans la mesure où nous sommes des amoureux de l'état de droit, dans la mesure où nous croyons aux valeurs de la République, aux valeurs de notre serment, aux valeurs de la justice, aux valeurs de la République et du peuple français que nous servons, il est nécessaire que nous nous trouvions effectivement et que parfois nous décidions entre nous de ce qui peut améliorer le fonctionnement sans forcément avoir besoin du législateur ou du pouvoir réglementaire. Et ces lieux de dialogue sont très importants et vraiment, ce que vous démontrez ce soir par votre présence aux uns aux autres m'encourage dans les travaux que je peux avoir au niveau national. Puisque la justice est rendue au peuple français, nous autres, hommes et femmes de justice, serrons les rangs pour qu'elle soit mieux rendue et en tout cas que nous puissions la faire évoluer. Vous avez évoqué encore, monsieur le bâtonnier, la question, et je rejoins un peu le sujet, alors je m'étais un peu éloigné du sujet des libertés, mais je me paraissait important de livrer un peu l'actualité de nos travaux, qui sont finalement assez denses. Vous avez évoqué la question de la surpopulation carcérale. Vous l'évoquiez, monsieur le procureur, vous étiez en visio tout à l'heure et j'ouvrais un colloque très intéressant cet après-midi au Conseil national sur ce sujet. Et j'ai trouvé particulièrement intéressant, là encore, dans le droit fil de ce que je viens de vous dire, trouvé intéressant la façon dont les choses ont été traitées, y compris par la qualité et le discours de nos invités. Il y avait j'ai ouvert le colloque avec le directeur des affaires criminelles et des grâces, et j'ai trouvé un discours de la chancellerie très intéressant. D'abord lucide, rappelant que la France était condamnée sur la question de la surpopulation carcérale. Lucide aussi sur ce qui avait été fait, ce qui n'avait pas été fait, mais aussi une position assez intéressante de la chancellerie qui, j'ai trouvé que je n'avais, enfin peut-être je ne m'intéresse pas assez à ces sujets, mais que j'ai trouvé intéressante. Le ACG disait quand la chancellerie, alors peut-être, monsieur le procureur général, monsieur le procureur, vous êtes déjà au fait de ça, mais quand la chancellerie prend une dépêche ou une circulaire en matière de politique pénale et qu'elle dit qu'il faut avoir une politique pénale ferme, il ne faut pas, ce sont les mots du directeur des affaires criminelles, il ne faut pas penser à prison ferme. Il faut penser à politique pénale ferme. Et j'ai trouvé une idée intéressante que je partage avec vous. Je ne dis pas si je suis d'accord et peut-être je vais dire des bêtises, mais je les partage avec vous. Il explique que la politique pénale, c'est la fermeté pour celui qui a commis l'infraction, enfin qui en est jugé coupable, et qui, effectivement, reçoit à titre personnel la peine qui lui est infligée comme étant ferme. Ferme, ça peut être une petite peine. Ça peut être, dit-il, une peine d'amende. C'est une question de l'adaptation à la situation de la personne humaine qui a commis une infraction et qui en est jugée coupable. Et je trouvais intéressant, au moment où, et chers amis, mais vous l'avez rappelé, monsieur le bâtonnier, il nous faut tous dire ici, nous lever, au moment où certains politiques tapent sur la magistrature en disant que, comme on l'a trop entendu, moins depuis quelques mois, la problématique de la police et la justice, ou que les magistrats seraient débonnaires ou manqueraient de sévérité, non, les éléments que vous avez évoqués le démontrent, il y a de plus en plus de personnes emprisonnées en France parce que les tribunaux et les cours sont plus sévères et parce que
les durées d'incarcération sont plus longues. Alors, je crois que le DACG tout à l'heure a évoqué les situations entre 2007 et 2022 sur la durée de la détention, c'est plusieurs mois qui ont été pris. Donc, chers amis, quand nous disons les uns ou les autres, non, il n'y a pas, la justice n'est pas moins ferme qu'avant, ou trop de gens devraient être en prison et n'y sont pas, il faut nous élever contre ces discours populistes, le dire et le redire. Nous autres avocats le dirons en toute hypothèse toujours, car nous croyons en l'espèce humaine et nous croyons qu'une justice est saine lorsqu'elle est juste et que le coupable est condamné comme il doit l'être et non pas comme la vindicte populaire voudrait qu'il le soit. Et mesdames, messieurs les députés, évidemment, je me tourne vers vous. Il y avait des députés, des sénateurs aussi, il y avait le procureur général de la Cour d'appel de Paris, il y avait Madame Simoneau, qui est la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, il y avait le président de la commission des lois. Bref, ça faisait plaisir de voir que nous étions solidaires sur ces questions-là. Chacun, là encore, à la place qu'il est à la sienne. Il n'était pas question pour le DACG de dire on va ouvrir les prisons, vous avez bien compris, pas plus non plus que pour le directeur de l'administration pénitentiaire qui était aussi participant à ce colloque. Mais je crois que nous portons, en ces temps qui sont difficiles, nous portons quelque chose. Et nous voyons bien d'ailleurs, cher Nathan, combien la question des libertés devient un sujet de gravité. Vous avez évoqué la maladie que vous ne connaissiez pas, l'Ukraine, la guerre que vous ne connaissiez pas. Vous voyez, quand vous avez dit que vous étiez né en 1994, que je vous voyais à ce pupitre, parce que je vous ai écouté, j'ai pensé, j'étais secrétaire de la conférence en 1992. Vous étiez donc bien dans les limbes. Mais je peux vous rassurer, les bâtonniers déjà à l'époque faisaient travailler les lauréats sur la liberté. Eh bien en 92, la liberté, c'était l'Europe de Maastricht. C'était la liberté joyeuse. Et aujourd'hui, voilà dans quelle situation nous sommes. Peut-être nous devons nous remettre en question. Mais non, pas tellement. Parce que ce combat pour les libertés, mesdames et messieurs, chers amis avocats, nous l'avons toujours porté. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous en parlez avec gravité que pour autant nous n'avons pas de succès. Et nous aurons les succès que nous méritons, parce que nous autres, nous la défendons. Vous autres, vous la défendez. Vive la liberté, cher Nathan. Et le moment tant attendu par tous. Après le magnifique discours, je remercie l'ensemble des intervenants. C'est l'invitation au cocktail qui se trouve à quelques mètres d'ici. Et j'aurai le plaisir évidemment à boire un verre avec vous. Très bonne soirée.